En gros, Poisson Fécond, il a fait une vidéo qui s'appelle 30 stats secrètes et privées sur ma chaîne. Vous savez que moi, je suis très fan d'optimisation YouTube, de créateur économique, etc. machin. On fait nos propres outils sur la chaîne d'optimisation YouTube, machin et tout. Et Poisson Fécond, qui aime beaucoup parler du côté business de ce qu'il fait et tout, a fait une vidéo 30 statistiques secrètes et privées sur ma chaîne. Allons-y. Alors salut, voici l'une des plus grosses et l'une des plus intimes vidéos de la chaîne Poisson Fécond, avec des stats que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors ce sont des statistiques qu'on a collectées et qui révèlent vraiment... Je vais vous donner mon avis unbiased sur tout ce qu'il dit, sachant que lui, il est connu pour être un peu transparent avec ses stats, ses machins, ses trucs. Des entrailles de la chaîne, alors qu'en temps normal, un créateur n'aurait pas d'intérêt à le dire, parce que parfois c'est quand même... Elle a pas fait beaucoup de vues par rapport aux autres vidéos de sa chaîne, c'est normal, ça sort à 110% de sa ligne édito. Aujourd'hui... mets ta vie qu'il devrait pas mettre ça sur sa chaîne principale. Après, si ça lui fait plaisir et qu'ils sont fous, c'est pas très grave. Confidentiel, voire quand même un peu sensible, comme vous le verrez. Typiquement, combien rapporte une vidéo ou un placement de produit. Mes plus gros abonnés, ceux qui se sont abonnés récemment. Combien je gagne d'abonnés par mois, combien j'en perds aussi. Quels sont mes revenus mois par mois, année après année. Et beaucoup d'autres. J'adore le fait qu'il publie ces trucs-là et qu'il en ait rien à foutre, c'est ouf. Alors, première stat déjà, c'est combien d'abonnés en fait j'ai gagné sur les dernières années. Typiquement, on le voit pas quoi. Enfin, ça se gagne très lentement. Et si vous passez pas par des outils comme par exemple Social Blade, bah c'est... Alors Social Blade, c'est vraiment devenu à chier de fou. Tout le monde est passé sur ViewStats, c'est beaucoup plus moderne. C'est quand même compliqué de s'en rendre compte. Alors, tout d'abord, en 2019, eh bien écoutez, j'ai gagné 400 000 abonnés. La courbe en entier, ça indique l'année entière et donc les fameux pics. Moi, cette année, pour la première fois en 2024, j'ai gagné 100 000 abonnés en une année. J'étais trop heureux. 400 000 abonnés en une année, c'est énorme, c'est fort. C'est les moments où il y a eu des sorties de vidéos qui ont rapporté beaucoup d'abonnés. Le plus gros pic, celui en bleu, typiquement le 31 octobre 2019, il y avait eu un pic monumental. Et bien c'est la vidéo 10 jours dans l'eau, ça fait quoi? Manifestement, ça a rapporté presque 20 000 abonnés quoi. On continue. L'année suivante, on passe à 500 000 abonnés de gagnés. D'ailleurs, c'était la vidéo qui avait le plus rapporté. C'était la famille russe qui n'avait jamais vu d'autres humains. J'aurais jamais parié sur ce titre, cette miniature et ce sujet. Comme quoi, on en apprend tous. Hein. Sur celle-là, on a gagné 15 000 abonnés. Incroyable. Pour vous le dire, c'était le moment de la période du Covid. Ensuite, en 2021, là, petit effondrement, on gagne 367 000 abonnés. Et nouveau type de vidéo, c'était l'objet le plus coupant du monde avec cette... Après, t'es post-Covid, il y a eu beaucoup plus de streaming, donc c'est pas étonnant que tu fasses des moins bonnes perfs en 2021 qu'en 2020, c'est fine, tu vois. 1000 nouvelles abonnés. C'est pas un format qu'on a répété beaucoup, hein, je vous avoue. En 2022, on a gagné un peu moins de 200 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, ça va être de pire en pire? T'as peur? En 2023, eh bien du coup, on gagne 200 000 nouveaux abonnés. Toujours quand même un peu moins. T'as peur ou pas? Bah voilà, là on est en 2024, on verra combien on en gagne. Avec le confinement, la fin du confinement, et le fait qu'il y ait des nouveaux réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, qui prend pas mal d'ampleur, plus de gars qui font du contenu sur YouTube, des nouveaux arrivés. Alors plus de gars qui font du contenu sur YouTube, moi je suis jamais d'accord. Il y a plein de créateurs qui ont cette lecture du truc. Moi je l'ai pas du tout. Moi, pour moi, le fait qu'il y ait plus de gens qui fassent du contenu n'est pas un truc qui, paradoxalement, t'enlève du trafic parce qu'en fait, les gens regardent plus YouTube overall. Et s'il y a quelqu'un qui se met à faire du contenu d'un type un peu similaire à ce que tu fais et qui se met à performer aussi comme toi, en fait, c'est pas de la concurrence. Pour moi, ça n'existe pas la concurrence sur YouTube. C'est un cadeau. Parce que ça veut dire que lui, il va aller dénicher de nouvelles pockets d'audience sur YouTube qui peut-être ont jamais vu ta chaîne, mais qui du coup vont voir la sienne et vont se faire recommander la tienne à côté après. C'est génial en fait. Donc, je crois pas trop à ce truc de concurrence et tout. En même temps aussi, ma chaîne, bon bah ça fait maintenant 13 ans que je suis sur YouTube, aujourd'hui en tout cas, donc elle est quand même giga mature. Et ça signifie qu'en fait, plus le temps passe et plus c'est quand même un petit peu compliqué de progresser quoi. Après, il n'y a pas que TikTok qui a joué. Il y a aussi juste YouTube Short. Le fait que YouTube popularise et booste autant en fait leur format court pour concurrencer TikTok, il propulse beaucoup moins en fait les vidéos qui vont être longues et qu'on a... C'est pas vrai, je suis pas d'accord en tout cas. Ça dépend des pockets d'audience encore une fois en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de regarder des vidéos longues ou qui ont du potentiel de regarder des vidéos longues se font recommander des vidéos longues et vice versa. Pas tout le monde se fait recommander le même type de contenu. Chacun, c'est individualisé aujourd'hui. Je suis pas trop d'accord que les recommandations de longues ont été baissées au profit des shorts. Je ne pense pas en tout cas. Peut-être qu'ils ont fait un test à large échelle de foutre du short partout pour tout le monde au début, mais en tout cas, moi j'ai aucune donnée qui me pousse à penser ça. Toujours fait, nous. Donc les nouveaux abonnés, on les récupère surtout aussi en faisant des vidéos courtes. Je pense que Thibaut InShape l'a très bien compris. C'est lui aujourd'hui qui a le plus d'abonnés sur sa chaîne parce qu'il en a plus de 20 millions. Mais quand on regarde ses formats longs, on se rend compte que comparé à un Squeezie qui a un peu moins d'abonnés. Ouais, ces formats longs, ça marche plus du tout. Mais je pense qu'il pourrait faire des formats longs qui marchent, Thibaut. J'ai quelques idées. Moi, pour moi, Thibaut, il devrait faire du MrBeast. Non, vraiment. Je l'ai déjà dit. Hein. Mais pour moi, Thibaut InShape devrait faire des vidéos de 20 minutes, très punchy, où c'est j'ai pris 10 abonnés, je les ai enfermés dans ma salle de sport. Et celui qui fait le plus de curls et d'abdos remporte 10 000 €. Vraiment, littéralement.
Moi, pour moi, il devrait spam ça en vidéo longue. Thibaut, je mets une couille à couper que ça fonctionne. Et que lui, il fait quand même beaucoup moins de vues. Mais néanmoins, on a des vidéos qui font récemment 100 000 vues, 200 000 vues, parfois 400, 500 000. Donc la stratégie de faire que des vidéos courtes avec des vidéos longues qui n'ont rien à voir, je pense pas que ce soit forcément le mieux. Autre stat, mais sachant que depuis 2019, le mois où on a gagné le plus d'abonnés sur la chaîne Poisson Fécond, eh bien c'était en août 2020. Juste pour vous resituer, en fait, c'était entre la première et la deuxième vague de confinement. Le moment où les gens ils se remettent à bosser, les moments où les gens ressortent. Et manifestement, c'était ma vidéo sur le fait de descendre au plus profond de l'océan. Donc une vidéo quand même plutôt anxiogène et où on est quand même bien confiné. Le MrBeast du sport, 1 € par pompe, qui en fera le plus? Mais oui, littéralement en fait. En fait, il faut comprendre que là aujourd'hui, il a une audience extrêmement large. C'est la plus grosse chaîne YouTube de France. Et il fait du contenu qui ne parle pas à une audience large, il fait du contenu niché, ce qui je pense est une erreur. Après peut-être qu'il en a strictement rien à foutre et qu'il fait ce qu'il amuse et qu'il est à une taille où de toute façon il se dit j'en ai absolument rien à foutre, voilà, j'ai assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours et je fais ce qui me fait kiffer, ce qui est une réponse tout à fait entendable, hein, attention. Mais si tu parles purement en termes d'optimisation et de performance, moi pour moi il devrait complètement aller vers ça. Qui a le plus rapporté quoi. Après, pour le nombre d'heures regardées, si on prend juste l'année dernière, c'est-à-dire en 2023, on est à peu près à 13,4 millions d'heures de visionnage. Tout cumulé, en fait, sur toutes les vidéos, quoi, sur la période. Autrement dit, en fait, le temps total de toutes les personnes qui ont regardé Poisson Fécond en 2023, c'est à peu près 1532 ans. Maintenant, combien j'ai perdu d'abonnés sur la chaîne juste cette année-là? Eh bien, sachez que j'en ai perdu 91 000. Ça paraît quand même beaucoup. Hein. Comme j'en ai gagné 258 000 nouveaux, je suis quand même sur une balance très positive. Ah, vous dites, ça fait quand même beaucoup d'abonnés perdus. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est quasiment un trophée YouTube en argent perdu. C'est ouf. N'inquiétez pas pour ça, on va aller les récupérer, on va les rechercher du coup de gré ou de force. C'est la démocratie, on fait comme ça, c'est normal. J'ai un doute là-dessus, je suis pas sûr. Après, je pense qu'il y a aussi des vidéos. Il y a des gens dans le chat qui me parlent encore de mon avis sur la chaîne de Thibaut. Après, est-ce qu'on peut toujours comme chaîne le compter comme chaîne française quand la plupart de ses abonnés c'est des Indiens qui regardent des shorts muets? Oui, parce qu'il est français. Le contenu principal est en français. Oui, c'est une chaîne française. Faut pas non plus, tu vois. Après, c'est d'autant plus pour ça que des vidéos un peu type MrBeast où il ferait en plus du doublage marcheraient. Enfin bref, moi c'est mon avis. Hein, mais comment ça s'explique qu'ils en perdent? Bon, plein de raisons. Tu perds aussi trop d'abonnés. Je sais pas, je regarde pas trop cette stat, j'avoue. Mais je peux regarder si vous voulez combien j'ai perdu d'abonnés en 2024. Je sais pas. Là, de tête comme ça, j'en ai aucune idée. Mais je vais pouvoir vous le dire. 2024, j'ai gagné 100 700 abonnés et j'en ai perdu. Putain, j'ai pas la stat. Elle est où? Attendez, je vais la trouver. Subscribers. Mais j'ai pas la putain de stat, c'est une dinguerie. Subscription status. Bah, ils l'ont bougé, je sais plus où elle est cette stat. On continue, si je la trouve, je vous la dis. En fait, qui sont responsables de la chose. Par exemple, une vidéo que j'ai faite, qui nous a causé manifestement beaucoup de tort, c'était changer de sexe, ça fait quoi? Parce que non seulement elle a pas été appréciée par toutes les personnes en fait qui étaient à peu près contre l'idée des transgenres, ils ont pas aimé. Et ceux qui étaient aussi transgenres, bah il y en a aussi plein qui ont pas aimé. Du coup, moi j'ai essayé d'être relativement neutre et progressiste, on va dire, du coup dans mon approche. En plus de ça, la vidéo a été démonétisée parce qu'elle a été signalée en masse. Donc vraiment, nous, on n'a rien gagné au change. Et en plus, on a perdu plein d'abonnés. Sujet compliqué. Hein. Très sympa. Vraiment un régal. C'est nul. Maintenant, c'est quoi le plus gros beat de cette année? Tout simplement, tourner avec Poisson Fécond en 2023. Ça c'est normal, ça change de... C'est pas ta ligne édito, c'est normal. C'est quoi? C'était ma vidéo bêtisier, hein, concrètement, quoi. Et je peux dire que j'ai un peu galéré et on n'a toujours pas fait 100 000 vues sur celle-là. C'est dommage, elle était très drôle, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Quoi couper? Regardez, on a gagné 9 nouvelles abonnés, quoi. On a gagné 250 balles. Bon, je sais même pas si on a été rentable sur celle-là. Techniquement, ce genre de vidéo, je la fais une fois par an. Très. Les stats sont hein, pas ouf, quoi. Vous voyez, par rapport aux performances habituelles, on est si loin. Ah, on est vraiment sous l'eau, là. Maintenant, si on prend le top 3 de mes plus gros bids sur toutes les dernières années. Alors, en troisième position, on a Après 10 ans, voici mon premier roman. Il est très spécial. Bon, c'était ma vidéo annonce qui faisait 3 minutes où je parlais en fait du Médaillon d'Orion, le premier bouquin que j'ai écrit. Évidemment, une vidéo hors série où j'annonce que je fais une petite... Ça n'a rien à voir avec ta ligne édito. Le financer, machin. Le genre de vidéo en fait qui font pas de ouf des vues, quoi. Mais c'était un plaisir. D'ailleurs, le bouquin, je l'ai sorti. Maintenant, on peut même l'acheter du coup à la Fnac, Amazon et compagnie. Donc, très content. Moi, ça me permet en fait d'écrire maintenant un truc beaucoup plus gros qui s'appelle Noisuli, où maintenant c'est dédié au rêve, mais je comprends les vues. Deuxième place du podium, bah on a celle qu'on a vue juste avant, à tourner avec Poisson Fécond en 2023. Et enfin, du coup la vidéo là qui a le plus bidé, c'est le trailer du projet des 10 ans de la chaîne.
Alors le problème c'est que non seulement c'est en dehors de scène édito, mais en plus le titre est miniature, si tu le connais pas bien, il ne veut rien dire quoi. Alors non seulement elle a pas fait beaucoup de vues, 73 000, mais en plus elle m'a fait perdre 35 abonnés. Yes. Les gens ils se sont dit, espèce de petite merde là, qu'est-ce que tu nous fais chier du coup à écrire un truc, on s'en fout, fais des vidéos, je me casse. Oui littéralement, c'est très triste mais c'est réel. Je sais pas ce qui se passait dans leur tête, mais c'était peut-être le pas de trop quoi. J'aime bien moi. Bon voilà, conseil si vous avez une chaîne YouTube, mettre un trailer sur sa chaîne YouTube, visible par tout le monde, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Mieux vaut le mettre en non répertorié ou alors sur une chaîne secondaire pour éviter de polluer la chaîne principale, comme je venais de le faire là. Parce qu'en fait, ouais, tout simplement, quand vous sortez une vidéo qui fait très peu de vues, comme c'était le cas là, en fait à YouTube, ça lui envoie un petit signal négatif qui lui dit « Ah !» comme si vous perdiez un petit peu de valeur aux yeux de l'algorithme. Maintenant, si on prend l'inverse, c'est quoi mon plus gros succès de cette année-là? Eh bien, c'est une vidéo très spirituelle où on va dans le fond des choses, boire que du Red Bull pendant un an. Ça fait quoi? Et là, vous le voyez... Normal, tout le monde connaît Red Bull et tout le monde peut se poser la question... C'est relatable, pareil, la vidéo, normal. Elle a fait 1,3 million de vues, et là on se dit, mais pour 1,3 million de vues, pour une vidéo qui fait 22 minutes, ça rapporte combien? Ça rapporte à peu près 8 600 €, pas de revenus, hein, avec... Ouais, si il optimise ses placements pub. Les publicités que vous voyez durant la vidéo, quoi, concrètement. Et là, vous commencez à vous dire, ah, très bien, mais alors combien tu gagnes sur toutes tes vidéos, mois par mois, année après année? Moi, je m'en fous de l'argent de YouTube. Hein. Eh bien, justement, on le verra plus tard. Maintenant, si on voit le top 3 des vidéos qui ont le mieux marché depuis ces dernières années, la troisième du podium, c'est 10 jours dans l'eau, ça fait quoi? Bon voilà, 3,5 millions de vues à peu près. Ensuite, la deuxième du podium, c'est 365 jours sans se laver, ça fait quoi? En plus, ce qui est marrant avec celle-là, c'est que c'est la toute première vidéo du format ça fait quoi? C'est la toute première fois en fait que vous voyez apparaître Gustave. Avant, il n'existait pas. D'ailleurs, j'étais encore dans un ancien décor là à Grenoble, et là on était à peu près à 3,6 millions de vues. Et enfin, la première, c'est 5 ans à manger que McDo, ça fait quoi? Avec 3,6 millions. Je le trouve très transparent et je trouve ça cool. Ouais, clairement. Moi, c'est un truc que j'aurais pas envie de faire, tu vois, par exemple. Évidemment, des sujets toujours hautement spirituels. Non, en vrai, blague à part, en fait, c'est logique. Les vidéos qui font le plus de vues, en tout cas sur ma chaîne, c'est celles qui vous touchent le plus. Et parfois, T'arrives à estimer combien les gens touchent par vidéo? Non, c'est impossible aujourd'hui, en vrai. Aujourd'hui, c'est tellement individualisé selon les niches et les créateurs, et surtout s'ils optimisent leur pub ou pas. Je trouve que la majorité des gens sur YouTube savent pas qu'on peut optimiser les pubs. Tu peux avoir quelqu'un qui fait 50 000 vues par vidéo et qui gagne plusieurs milliers d'euros avec, parce qu'il parle de finance et qui en plus il optimise ses pubs, et des gens qui ont une chaîne à 4 millions d'abonnés qui font du divertissement et qui sur une vidéo à 2 millions de vues ont touché 1400 €, tu vois. Tout est possible en fait. C'est très compliqué d'estimer aujourd'hui. Les gens ils me posent la question, mais comment tu fais Chris pour trouver autant de sujets, machin? C'est simple, par exemple avec les ça fait quoi, la recette, c'est de prendre un truc qu'on fait tous dans la vie, aller au McDo, dormir, ou alors parfois quand on a la flemme, oublier de se laver pendant quelques jours. Voilà, donc on prend cette base. Mais vous voyez, pour ceux qui vont regarder ça en VOD, vous n'avez pas vu le stream complet, soyez là en stream les mercredis et vendredis de 16h à 19h. Mais en fait, le truc c'est que tout à l'heure les gens m'ont dit, parce que je parlais de 2-3 trucs, des outils qu'on build en ce moment, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, ça devrait pas rester secret ce que tu fais et tout. Vous voyez là, il donne même la recette de son format principal, vous vous rendez compte? Il s'en bat les couilles, il le met en public sur une vidéo sur sa chaîne YouTube. Pourquoi il s'en bat les couilles? Parce qu'en fait, qui va le copier en fait? Et quand bien même quelqu'un fait un format similaire à lui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il va toucher une audience que lui ne touche peut-être pas. Lui, ses vidéos seront recommandées. C'est une addition plus que. Je ne crois pas en la concurrence sur YouTube. Vraiment, c'est. Pour moi, la concurrence sur YouTube est une théorie conspirationniste. Vraiment. Je sais que ça fait fou du bus, mais pour moi, c'est réel, ça n'existe pas. C'est strictement impossible de faire concurrence à quelqu'un sur YouTube. Et que ce soit négatif. Je n'y crois pas. Exagéré. Donc, au lieu que ce soit peut-être 2-3 jours sans se laver, eh bien, c'est une année entière. Au lieu que ce soit à traîner quelques heures dans son bain, eh bien, c'est 10 jours complets. Bref, vous avez compris la formule. Et à partir de là, on peut trouver des dizaines et des centaines de sujets. Ah non, autant pour moi. Attendez. J'ai une vidéo qui a été vue encore plus que les 3 premières, mais je l'ai presque oublié. En fait, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Avec 4 millions et quelques de vues. D'ailleurs, petite anecdote sur cette vidéo-là, on avait un client en fait qui nous avait contacté. Lui, il voulait, comme d'habitude, faire un placement de produit sur l'une de nos vidéos. Donc nous, on lui suggère celui-là, l'homme le plus intelligent du monde. On lui a proposé ce sujet-là. On va lui dire oui, ça pourrait très bien fonctionner, mais il était vraiment pas chaud. Il disait non, je pense pas. Et donc il s'est positionné sur une autre vidéo. Au final, on a sorti cette vidéo sans placement de produit dedans. Elle a explosé les vues, alors que celle sur laquelle du coup il s'est dit non, c'est celle-là qui va marcher. Elle avait grosso modo un peu bidé quoi. Dommage. On peut pas. Le nombre de fois où ça m'est arrivé. Le nombre de fois où ça m'est arrivé. Maintenant, les marques sont plus malines, je trouve. C'est très très rare qu'on ait des marques qui veulent pas se positionner sur un sujet ou machin et tout. Non, c'est beaucoup plus rare qu'avant. Mais le nombre de fois à travers des années où ça m'est arrivé, genre en mode non, il faut un sujet qui soit plus proche du produit et tout. Et déjà, bon, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est pas grave. Mais c'est très drôle. C'est vraiment très très drôle parce qu'en fait.
quand tu fais confiance, ça marche beaucoup mieux, quoi. Bon partout, hein. Les grosses entreprises, ils font des placements en fait sur les vidéos. Ils comprennent pas trop quand une vidéo va fonctionner ou va pas fonctionner, donc ils ont pas trop le flair. Donc s'ils arrivent pas à nous écouter un minimum, ça peut être la cata. Maintenant, regardons ce qu'on fait en vue, les shorts qu'on fait. Donc voilà, les petites vidéos verticales comme celle-là. Est-ce qu'il y a un lien entre l'absence de placement de produit et le nombre de vues? Il faudrait de la data pour faire un vrai test, mais je pense que non, en vrai. Mets ta vie que non, instinctivement, parce qu'au pire, les gens le skippent. Peut-être que vous en avez marre d'entendre parler de The Line. Vous savez, c'est cette ville futuriste de l'Arabie Saoudite qui a fait un putain de scandale. Elle est vraiment cool. On avait commencé seulement l'année dernière et il se trouve que du coup, on avait fait donc 53 millions de vues, ce qui représente pas mal de vues si on compare par rapport aux vidéos classiques. On avait fait 77 millions, sauf qu'un short, concrètement, comme ça rapporte quasiment que dalle, vous le verrez après, et que c'est des petites vidéos qui font moins d'une minute, c'est facile de faire des vues, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'en fait les vidéos longues elles font moins de vues, parce qu'en fait elles sont cannibalisées par toutes les petites vidéos courtes, quoi. Il y en a partout. Et ensuite, bah là, l'année en cours, là on est à 35 millions. Mais aujourd'hui, on sort beaucoup moins de shorts et on essaye de mieux les travailler pour qu'ils captivent un peu mieux, quoi. Donc en vrai, on est quand même plutôt gagnant. Autre petite stat qui peut être amusante, c'est la performance de mon format iceberg, mais ça c'est sur ma chaîne secondaire Compte Fécond. Où dedans en fait je parle d'un... Je comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'il fait un format iceberg et qu'il le met sur une chaîne secondaire. Il y a sûrement une logique, mais là je l'ai pas. Contenu un peu plus flippant, un peu plus décalé. Et justement, bah, les icebergs, je pense que vous connaissez le principe, c'est des grosses vidéos où on descend de plus en plus profondément en parlant de trucs de plus en plus bizarres et inconnus. Et c'est des vidéos qui ont super bien fonctionné. J'ai pas inventé le format, j'ai pas inventé l'eau chaude avec ça c'est clair. Mais là, on a sorti que 4 vidéos depuis... Ouais, pour les trucs dont il parlait tout à l'heure, nous au total depuis le début de tous les shorts qu'on a fait ever, sauf qu'on a fait des pauses, hein, le short on le fait par période quand on fait des tests, on a fait presque 10 millions de vues en short ever. Et à votre avis, ces 10 millions de vues nous ont rapporté la somme de combien? Attention, vous n'êtes pas prêts pour ce niveau de richesse. Ces 10 millions de vues short nous ont rapporté la somme exacte de 350 €. Tiens Billy, prends ce billet et achète-toi quelque chose de beau. C'est quelque chose. On a commencé ce format et quasiment toutes ont fait 1 million de vues. Et je le rappelle, c'est sur une chaîne secondaire où j'ai 400 000 abonnés, alors que sur la principale, j'en ai plus de 3 millions, donc pratiquement 10 fois plus. D'ailleurs, ça c'est un truc intéressant, c'est que ça peut arriver de plus en plus que sur ma chaîne secondaire, je peux faire des scores qui sont aussi bons que sur la chaîne Poisson Fécond, voire supérieurs. Là, vous le voyez, comparé Poisson Fécond, Compte Fécond. Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en fait, YouTube favorise les chaînes qui sont plus petites. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés qu'en fait, vous faites beaucoup. YouTube favorise pas les chaînes qui sont plus petites, mais les chaînes qui sont plus petites sont traitées à égalité avec les chaînes plus grandes, sauf au tout début. Beaucoup de vues. Je pense que de toute façon vous l'avez vu, notamment avec Thibaut InShape, quoi. C'est logique. Donc vraiment, même encore aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais il y a de la place pour tout le monde qui veut se lancer sur YouTube. Oui. Parce que même une chaîne qui est toute petite et qui démarre. Unpopular opinion, c'est plus facile de se lancer sur YouTube aujourd'hui que quand j'ai commencé moi. Avec 0 abonnés, elle peut faire des scores hallucinants. En fait, concrètement, si la personne a compris tout ce qui fait le sel et la qualité d'une vidéo, ça peut arriver. Elle sort de nulle part et elle fait 100 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Pof, tu es mi-code et ta toute première vidéo a fait 1 million de vues. Par exemple, ce mec-là, du coup, il a sorti qu'une seule vidéo, après il a disparu des radars et sa vidéo, elle atteint pratiquement 1 million de vues. Vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est un petit peu du hasard. Pas du tout. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer sur YouTube. Alors, c'est un chemin passionnant. Moi, ça m'a tout apporté quasiment, du coup, donc je serais vraiment mal placé pour dire le contraire. Ça fait maintenant 13 ans que je suis sur la plateforme, que j'ai commencé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai appris énormément. Ça m'a permis de créer d'autres projets, d'être finalement, en fait, une personne différente, transformée par rapport à ce que j'étais il y a 13 ans, quoi. Parce que oui, aujourd'hui, YouTube, c'est un chemin qui fait rêver beaucoup de gens, mais qui est quand même semé d'embûches et d'obstacles. Le temps où il suffisait juste d'allumer sa caméra, de se filmer dans sa chambre, de bidouiller un script un peu à la zub, et puis de tourner, de publier ça rapidement et de recommencer, c'est quand même un petit peu une histoire ancienne. Aujourd'hui, vraiment, quand on veut tirer son épingle du jeu et avoir vraiment un conséquent d'abonnés, de pouvoir... Je sais pas, les jeunes qui commencent aujourd'hui, qui sont ados, ils bidouillent encore comme nous on bidouillait à l'époque, hein. Juste c'est pas les mêmes outils. Mais tu vois, moi je regarde parce que c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a quoi? C'était il y a moins de 5 ans, quand Inox et Michou ils ont commencé ensemble sur Fortnite, c'était Mimi, c'était 2 ados qui faisaient des trucs un peu foutraques et tout, et puis ils ont été malins, tu vois. Pour vivre bien d'ailleurs, il faut proposer un contenu beaucoup plus travaillé, un contenu plus pro, et souvent c'est ça qui va décourager, puisqu'on se dit que waouh, c'est... Je pense pas non plus, je pense que ça dépend des audiences. T'as des audiences qui veulent du contenu très léché, très bien réalisé et tout, t'as des audiences qui aiment du contenu homemade, ça dépend de ce que tu fais en vrai. Une montagne à gravir. Et en vrai c'est dommage, puisque avec les bons conseils et la bonne méthode, plein de personnes pourraient réussir à tirer leur épingle du jeu. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'après moult réflexions, on a créé la Fécond Academy Ah, depuis le début de cette année. J'adore
l'image. Rejoins un poisson fécond. Je savais pas qu'il... Ah oui, c'est vrai, il a une formation. Des pros. Alors faut le savoir, c'est la première vidéo officielle. Il a une où j'en parle, formation en fait, sur ma chaîne Poisson Fécond. Avant, c'était pas le cas. Alors si l'aventure YouTube vous plaît, que vous avez déjà une chaîne YouTube ou que vous envisagez... En vrai, si quelqu'un de chez Poisson Fécond voit ce live ou la VOD quand on va le uploader, envoyez-moi la formation. Je pourrais faire une review si vous voulez. Je suis très curieux de voir ce que vous dites dedans. En vrai, il y a moyen que ce soit pas si con. Hein. Je veux dire, il sait de quoi il parle, il fait de l'analyse YouTube. On en avait déjà parlé. Je lui ai déjà parlé à Poisson Fécond pour ce genre de sujet. Il sait de quoi il parle. Pourquoi pas? En créer une, eh bien je vous donne rendez-vous dans un premier atelier gratuit et en live dans lequel je vous expliquerai les bases, les erreurs à éviter et tout ce qu'il faudra faire pour faire vos premiers pas dans l'univers des créateurs de contenu. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, après, eh bien pourquoi pas vous retrouver directement dans la Fécond Academy. Bref, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, vous avez toutes les infos dedans et sur ce, eh bien on reprend à cette partie-là. Alors autre stat, maintenant vous le voyez quand vous mettez un pouce bleu ou un pouce en l'air sur une vidéo, le pourcentage apparaît plus. On peut juste savoir si on a mis un like, on peut voir un peu le nombre. Mais en fait YouTube a caché la statistique parce que du coup ils voulaient avoir une vibe un peu plus positive en fait sur leurs vidéos. D'ailleurs il y a plein de gens qui ont râlé parce que maintenant ils voyaient plus le pourcentage. D'ailleurs si on laissait YouTube faire, il nous cacherait le nombre d'abonnés et de vues aussi. Après honnêtement moi je suis un peu du genre à me dire en vrai... Tant que c'est pas une formation à la Vincent Macario, oh le nom que t'as ressorti des enfers. Je pense, enfin je sais pas, je peux pas juger, je l'ai pas vu, mais Poisson Fécond, ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, comprend vachement bien le fonctionnement de YouTube. Ça me paraît pas délirant qu'il fasse ce genre de truc, effectivement. On fout de ce pourcentage parce que grosso modo, sur à peu près n'importe quel youtubeur, il est autour des 99%. Donc il veut plus rien dire, quoi. Vous voyez, regardez juste les pourcentages de toutes mes dernières vidéos publiées sur les derniers temps. Nous, c'est pareil. Déjà, le pourcentage moyen de mon côté, il est à 98%. D'ailleurs, vous pouvez même voir à côté le taux de clic par vidéo, voilà, pour ceux qui veulent le découvrir. C'est-à-dire, en fait, quand la vidéo elle est suggérée, bah là, vous voyez, vous vous baladez sur YouTube, vous voyez des vidéos, bah si vous cliquez dessus et pas sur une autre vidéo, du coup, ça va favoriser la vidéo en question. Et donc moi, de mon côté, quand on voit ma vidéo qui apparaît autour d'autres, eh bien les gens cliquent 4 fois sur 100. C'est ça que ça veut dire. Donc bon, bah sur les dernières vidéos, 95, c'est pas beaucoup, dis donc. C'était la vidéo changer de sexe. Donc vous voyez, même une vidéo qui a été mal reçue, on va dire, par les gens, elle a 95% d'avis positifs. Et c'est quand même assez rare qu'il y ait des trucs aussi abusés. Je veux dire, YouTube et les gens sont quand même très laxistes et puis ils mettent des pouces bleus quand même très facilement, quoi. C'est vrai. Maintenant, le top des chaînes qui ont été regardées par vous sur ce mois-ci, enfin sur les 28 derniers jours plus exactement. Et bien du coup, là par exemple, parmi les chaînes qui ont plus d'abonnés... Chaînes regardées par votre audience. Fitness Muscu, Maxime Click, ça c'est à cause des shorts. Maxime Click, c'est un gros créateur short. Unchained, Badzer. Ah, c'est des chaînes divertissement, c'est marrant. Moi, j'ai pas du tout la même chose. C'est intéressant que lui, qui fait des vidéos certes divertissantes, mais qui explique des trucs, beaucoup de créateurs divertissement. Parce qu'on a vraiment une audience différente avec Poisson Fécond, alors qu'on fait un contenu plus similaire que certaines de ces personnes-là, tu vois. C'est intéressant ça. Ben, il y a Badzer, Unchained, Stunzo, Renard ou même Chose qui ont tous plus d'1 million d'abonnés. Et justement, c'est un... Et typiquement, dans les chaînes que son audience voit, il n'y a pas moi, tu vois. Un truc sur lequel je pourrais travailler, ça c'est intéressant. Le truc important, c'est que c'est abusé le nombre de chaînes qui ont plus d'1 million d'abonnés et que je ne connais absolument pas. Là, dans l'eau, honnêtement, moi je connais que la chaîne de Badzer, quoi. Et là, tous les autres, en fait, je sais même pas ce qu'ils font. Et c'est un peu normal, en fait, il y a de plus en plus de chaînes qui ont 1 million d'abonnés et au-delà, donc je parle même pas des chaînes qui ont 100 000 abonnés, quoi. Ça montre aussi... En France, pour vous donner un ordre d'idée, je vais pull up le truc. Je vais sur Social Blade, même si je suis pas fan de l'outil, mais c'est le seul qui font ça par pays. Si je prends le top 500 YouTube France, alors attendez, par pays, et je choisis la France. Pour rentrer dans le top 500 des plus grandes chaînes YouTube en France, il faut avoir... Déjà, est-ce que vous connaissez le 100e plus gros YouTubeur français? Sachant que il y en a 100 autres devant lui, et c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Je fais une aparté sur ça 2 secondes parce que c'est intéressant. Qui est le 100e plus gros à votre avis? 100, hein, donc il y a de la marge. Hein. Micode, non, pas Micode. Moi, non, pas moi. Qui est-ce que ça peut être? Vous savez qui c'est à 100 millions de pourcents? Bon, il y a quelqu'un qui a triché, mais c'est tout à fait JDG. C'est JDG, joueur du grenier, et le 100e youtubeur français avec le plus d'abonnés, avec 3 800 000. Si t'es en dessous de 3 800 000, t'es même pas dans le top 500 France par nombre d'abonnés. Donc c'est... Voilà, il y a beaucoup de grosses chaînes maintenant. Il y a beaucoup de grosses chaînes. En fait, les gens, ils adorent YouTube. Là, par exemple, une statistique toute simple. Là, vous dites, ah ouais, mais YouTube, ça marche moins bien peut-être par rapport à TikTok et compagnie aujourd'hui. Alors TikTok, ça fonctionne, c'est clair. Instagram aussi et compagnie, c'est des cadors, tout ça. Mais YouTube, c'est quand même le 2e site le plus visité au monde, sachant que le premier, c'est Google et que YouTube appartient à Google, vous avez un peu l'idée. Et YouTube, tous les mois, c'est à peu près les 3/4 des Français qui s'y rendent. Concrètement, c'est quasiment toute la population. Parce que après, si vous mettez de côté les bébés et puis les personnes
personnes qui savent pas allumer un téléphone, bah c'est à peu près tout le monde qui se rend sur YouTube pour plein de raisons différentes. Donc en vrai, YouTube, là, c'est difficile de faire plus gros qu'il l'est aujourd'hui, quoi. Je suis le roi! Et ce qui est cool, parce que si vous avez une idée de chaîne, si vous voulez même vous-même promouvoir votre contenu ou créer quelque chose de cool et que vous hésitez, que vous savez peut-être pas, parce que du coup c'est de plus en plus professionnalisant en fait YouTube, en fait c'est encore possible et il y a toujours plein de personnes qui y vont. Attendez, je me pose 2 secondes parce qu'il y a quelqu'un dans mon chat qui vient de dire JDG, je connais 2 noms, j'ai jamais regardé, comme le gars de What the Cut d'ailleurs. Le gars de What the Cut. J'ai 25 millions d'années. Je suis né avant le cétacé. J'ai l'impression d'être multi-grand-père. Le gars de What the Cut. Putain. Il y a des gens qui sont désormais majeurs qui n'ont pas connu Antoine Daniel. Allez, bonne journée à vous. On est tous très vieux. On est tous très vieux. Parmi mes abonnés, c'est lesquels qui ont le plus d'abonnés? Et bien du coup, dans le top 10, seulement le top 10, et bien en premier on a Thibaut InShape, Joyka, Jean-Phi, Pierre Cross, Achille Magique. Ça malheureusement ce chiffre il est faussé, mais je pense qu'il va peut-être en parler. Zapping Sauvage, Jojon, Nota Bene, Mamie Twink et David Lafarge Pokémon. Voilà, j'avoue que je connais à peu près la plupart. Est-ce que parmi ces chaînes-là, il y en a que vous connaissez pas du tout? Ou vous n'êtes pas du tout abonné quoi, clairement. D'ailleurs, me vient un truc, c'est que souvent en fait, quand les gens ils me rencontrent et qu'on discute, ils ont souvent l'image qu'en fait, comme je suis parmi les plus vieux de YouTube, ça fait 13 ans, moi du coup, je connais tout le monde, j'ai tout le monde dans les petits papiers, je fais une bouffe avec eux tous les week-ends et tout, mais pas du tout en vrai. En vrai, chacun mais c'est tellement réel. Oh parfois il y a des amitiés qui se font, mais l'endroit et le moment où les youtubeurs et en gros les créateurs de contenu se rencontrent le plus, c'est lors des conventions ou lors d'événements qui sont organisés. Et c'est en même temps l'occasion de vous rencontrer vous, donc c'est un peu un prétexte aussi. En fait, il y a plein de gens que tu connais vite fait, à qui tu as échangé quelques SMS et tu as son numéro dans ton répertoire depuis 2014, mais vous parlez pas trop typiquement, tu vois, genre c'est comme ça que Yvick, Mr V, il avait fait une vidéo avec moi sur ma chaîne il y a 2 ans je crois, parce qu'en fait je crois que j'ai le numéro d'Yvick depuis 2015 et on se parle une fois par an. Et juste là, j'avais une putain d'idée avec lui et il a été super sympa, il était chaud, il l'a fait. Mais la plupart des gens se connaissent pas si bien que ça. On vient rencontrer ses abonnés, faire des dédicaces, mais en même temps, on voit aussi les collègues, des gens qu'on n'a jamais vus et on peut sympathiser. Et en vrai, j'avoue que moi, j'en fais de moins en moins de ces choses-là. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, où j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Après, ça pourra peut-être être le cas dans le futur, je sais pas quoi. Bon, maintenant, d'où est-ce que vous venez? 70% d'entre vous. Ah putain, j'allais faire un jeu. Ah bah j'allais dire France, Belgique, Suisse, et après j'allais dire pays d'Afrique, mais c'est vrai qu'il y a le Maroc aussi, qui est très francophone évidemment. Vous êtes français, en tout cas vous venez de la France. Ça ressemble à ça sur à peu près toutes les grosses chaînes YouTube de France, hein, globalement. Ensuite, il y a le Canada, probablement les Québécois. Ensuite, la Belgique, la Suisse, Algérie, Maroc, La Réunion, Sénégal, grosso modo tous les pays francophones, hein, on est d'accord. Côte d'Ivoire, Guadeloupe, Gabon. Bah, vous voyez les stats. Hein. Mais mine de rien, bah, par exemple, Haïti, il y a quand même 200 000 vues qui ont été faites sur cette année. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes un homme ou une femme et quel âge vous avez en moyenne? Une fois, j'avais fait un deep dive là-dessus sur ma chaîne, ça m'avait fait trop rire. Je voulais voir c'était quoi la localisation la plus bizarre où on avait vu mes vidéos. Et il y a une ville, je pourrais retrouver, mais j'ai pas le nom de tête, parce qu'en fait, on peut regarder par pays, mais aussi par ville dans le pays. Il y a une ville de campagne en Corée du Sud où des gens ont vu 2 fois mes vidéos. J'ai fait 2 vues dans une ville de campagne de Corée du Sud. Et vous savez quoi? Je veux rencontrer ces personnes. Vraiment. Ça me fascine. Parce que c'est vrai que parfois les gens ils se disent encore « Ah, Poisson Fécond, c'est les enfants qui regardent ça. » Pas du tout. Plus du tout. Pas du tout. Alors il y en a, hein, évidemment. Enfin, il y a des gens qui sont moins âgés. Mais comme vous le voyez déjà, bon, ben, c'est à peu près 3/4 ce sont des hommes. Sur la chaîne Poisson Fécond, j'entends. Les gens qui ont moins de 18 ans, c'est seulement 4% de l'audience. Je pense qu'un Michou, un Inoxtag, ça doit être beaucoup plus. C'est sûr, c'est normal. Moi, des gens qui ont entre 13 et 17 ans, vraiment du très jeune ado, j'en ai que 1,3%. Moi, je parle à des trentenaires. Mon audience, c'est 18-24, 25-35. Et un peu, le 35-44 augmente. Hein. Vous vieillissez, hein, les amis. Hein. Voilà. Mais en fait, c'est logique. C'est que, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant plus de 10 ans que la chaîne, elle existe. Et tous les ans, logiquement, bah, les abonnés, ils prennent une année en plus. Alors, il y a des nouveaux abonnés, hein, il y a du 109 et compagnie. Mais grosso modo, ça fait que l'audience vieillit avec moi. Elle mourra peut-être avec moi aussi. Peut-être que je m'emballe un peu, là. Mais c'est bien, hein. Si les gens vieillissent avec toi, ça veut dire que tu arrives à te renouveler, que tu arrives à être intéressant de tes 18 ans à tes 30 ans. C'est super intéressant, quoi. Alors, pour comparer avec ma chaîne Compte Fécond, dans celle-là, on a 34% de femmes, donc quasiment un tiers. Alors moi, quand je parlais d'audiovisuel, j'avais 2% de femmes. C'était vraiment horrible, c'était une fête à la saucisse. Et en 2024, selon les mois, on est autour de 20% aujourd'hui. Ce qui est super, parce que c'est plus large comme audience. Et c'est important de pouvoir plaire à des audiences qui sont pas uniquement sur un seul segment.
Donc moi ça me va très bien, je suis très content de ça. Et là vous dites mais comment ça se fait qu'il y a quand même 10 points en plus pour les femmes de ce côté-là? Bah en fait tout simplement je pense parce que le contenu qui va être un peu flippant, qui va un peu donner des frissons, ou qui est un peu de cette nature, quand on parle par exemple aussi de serial killer et de trucs du style, bah c'est un contenu qui est plus apprécié par les femmes, de manière globale quoi. Et moi je le vois aussi dans la rue, c'est que les femmes me parlent beaucoup plus de ma chaîne Compte Fait Con que les hommes ne le font quoi. Même si bon globalement tout. Mais ça, il y avait eu des articles dans des revues de marketing de ça et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais en termes de démographique, les femmes consomment beaucoup plus de contenu true crime que les hommes. Et à date, je n'ai pas d'explication pour ça. Je pourrais trouver, mais j'ai pas. Tout le monde apprécie. Alors maintenant, combien rapporte en moyenne une vidéo pour 1000 vues? Peut-être que certains dans votre tête, vous êtes un petit peu resté coincé en 2012 où on se disait ah ok 1 euro pour 1000 vues. C'est fini depuis 10 ans. Ça fait longtemps que c'est plus le cas, c'est beaucoup plus. Attendez, là par exemple c'est juste parmi mes dernières vidéos qui ont été publiées et donc bah, le RPM, donc c'est cette colonne là, bah, là sur par exemple l'histoire du pire dictateur du 21e siècle, c'est 8 euros pour 1000 vues. La vie en 2050 vs dans 5 milliards d'années, c'est 8 euros aussi. Boire que du Red Bull, c'était 6 euros et quelques, nanana, 8 euros, 9 euros, 7 euros, 8 euros, 6 euros. Voilà, ça représente ça. Juste à côté, vous pouvez voir combien chaque vidéo m'a rapporté en thunes. C'est toujours intéressant à savoir, quoi, j'imagine. Après, là, je le précise quand même, l'argent que vous voyez là, c'est pas du bénéfice. Ça va pas dans ma poche. Ça va plutôt dans un compte aux Philippines. Ensuite, ça va dans ma poche, ok? Voilà la vérité. Non, je plaisante bien sûr, du coup, non, là en fait c'est du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'après il faut que je paye les rédacteurs, les monteurs, les différentes personnes qui ont contribué au projet, les gens qui vont vérifier, les gens qui ont créé la miniature. Enfin, il y a encore plein de frais pour qu'à la fin il reste une petite portion qui termine vraiment dans la poche. Je suis con, les Philippines, c'est même pas un paradis fiscal. Et bon bah si vous vous posez la question, mais est-ce que sur la chaîne Compte Fait Con c'est pas pareil? Bah du coup regardez, celui de Poisson Fécond en moyenne il est à 3,30 €, toutes vidéos confondues, alors que Compte Fait Con il est à 4,20 €. En fait si ça rapporte un peu plus par vidéo sur Compte, c'est tout simplement parce que bien, les vidéos sont plus récentes. On n'a pas toutes les vieilles vidéos qui datent de 10 ans et qui duraient 3 minutes et qui rapportaient que dalle quoi. C'est vrai. Genre celle-là. Bonjour, c'est Chris. Oh là là. Celle-là elle est quand même très très vieille. Ah là là, putain, c'est fou hein. Il arrive à reparler de ça et tout, c'est... Bah c'était l'époque aussi, hein, tu vois. Bon, les vidéos étaient foutraques, c'est normal. Hein. Maintenant, quelles sont les miniatures qui ont le mieux marché cette année-là? Eh bien, étonnamment, la miniature qui a le mieux marché, c'est-à-dire quand les gens voyaient cette miniature sur YouTube en se baladant, ils cliquaient dessus, eh bien, c'était ma vidéo qui a été le plus détestée. Sans aucune forme de surprise, ça fait quoi? évidemment. 10% pour les enfants. Bah oui. Après, vous pouvez voir un petit peu les autres en dessous. Oui, voilà. Bien sûr. Hein? Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai sorti une vidéo et c'est celle qui m'a rapporté le plus de nouveaux viewers. Et cette vidéo, c'était gravir l'Everest, ça fait quoi? Évidemment, du coup, gravir l'Everest, vous pensez peut-être à Inoxtag qui s'est amusé à le faire. Il a survécu et qui s'est amusé à le faire. La vidéo. J'adore le truc. Parce qu'il y avait un petit ratio en fait de ses abonnés qui étaient sans doute un peu plus jeunes, qui se sont amusés à aller voir la mienne parce que pourquoi pas quoi. J'imagine quoi. Évidemment celle qui a rapporté le moins de nouveaux abonnés en 2024, bah, c'est ma vidéo bêtisier, celle que vous connaissez là. Normal. Et comme quoi, évidemment comme elle a fait. C'est tellement logique avec les stats. C'est une vidéo bêtisier donc ça ne parle que à son public proche et donc c'est uniquement vu par son public proche. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux spectateurs qui vont sur cette vidéo. Tout est logique. Revu, bah elle a rapporté que dalle quoi. 9 abonnés. Là je vous avoue que ça me fout le seum. En tout cas, au niveau des revenus shorts, là, c'est peut-être intéressant parce qu'on se dit, ah oui, mais est-ce que c'est intéressant de faire des shorts? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Écoutez, vous le voyez là très clairement, juste cette année-là, 2024, autant mes vidéos longues ont rapporté 258 000 €, autant mes vidéos shorts. Putain, oh, le ratio de con, oh la vache. Oh le ratio de débile. Bah ouais non mais YouTube travaille sur les CPM de short hein. Moi quand les shorts sont arrivés sur YouTube, on était sur un CPM de 3 centimes. Maintenant on est plus proche de 8-9. Donc ça va arriver en fait les vidéos short, il faut que le temps que les marques trouvent leur marque littéralement lol, qu'elles s'habituent à ce format, qu'elles trouvent une rentabilité, mais je pense qu'à terme le CPM shorts va arriver peut-être pas au même niveau que les vidéos longues, mais s'il est déjà à la moitié des vidéos longues, ce serait génial, tu vois. Mais aujourd'hui, non, ça ne rapporte aucun argent de faire ce contenu. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais moi j'étais déjà allé à des soirées organisées par TikTok et tout, machin, et il y avait plein de gens qui faisaient du contenu qui étaient plus jeunes, et c'était trop mignon parce que, alors moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, j'ai pas du tout pour habitude de sortir dans ce genre d'événements et tout, et de me dire, ah, les gens savent qui je suis, tu vois. Genre en vrai, moi je fais mes trucs depuis des années et tout, machin, nanan, ça marche bien, je suis content, mais voilà, je peux pas du principe, genre, tout le monde me connaît et tout, pas du tout, tu vois. Par rapport à l'échelle de YouTube, je suis tout petit, tout va bien, voilà, normal, bref. Mais je m'étais fait reconnaître par pas mal de gens qui sont assez gros sur TikTok et tout, machin, et je leur disais, ah, comment ça se passe pour vous et tout, machin, parce que j'étais curieux, tu vois, de comment ils bossent, et ils ont 18-19 ans, c'est le début, machin et tout.
Et il me disait, bah, je suis super content parce que là, j'arrive à me payer 2000 € par mois et tout, machin. Et t'es là, genre, tu fais une vidéo par jour, tu as 5 millions d'abonnés et t'arrives à peine à te sortir un salaire vaguement confortable pour vivre seul à Paris. T'as pas de quoi engager un monteur, créer une équipe, créer quelque chose, entrepreneurial et tout, machin. C'est d'une précarité, mais waouh, j'ai trouvé ça choquant de fou, tu vois. D'avoir autant d'impact médiatique et de gagner si peu d'argent, c'est limite dangereux en fait. Tu peux rien construire, quoi. Je trouvais ça incroyable, quoi. On rapportait 1795 €. Et eux, ils se rendent pas compte parce qu'ils ont commencé à faire du contenu avec le short, donc ils se rendent pas compte de ce que c'est de faire du contenu, tu vois. Mais ils sont hyper contents de gagner 2K par mois à 18 ans en faisant des vidéos TikTok. Et ils ont raison, je les comprends. C'est pas du tout pour dire que c'est nul. Ce que je dis, c'est qu'il va falloir que ça change parce que ces gamins-là, faut qu'ils se construisent une équipe, faut qu'ils construisent quelque chose de solide, faut que s'ils veulent durer et tout. Et c'est pas avec 2K par mois que tu engages qui que ce soit et que tu fais quoi que ce soit, quoi. C'est le début du modèle. Toi, tu gagnais pas non plus au début de YouTube, mais on n'apprend pas du passé. C'est fou, les pauvres. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, je pense que ça va évoluer. Mais la situation actuelle, j'étais là genre, waouh, c'est assez ouf quand même. Alors certes, t'as les placements de produits et tout, mais les placements de produits TikTok, ils sont bien moins rémunérés qu'ailleurs aussi. Disons que le revenu de base plateforme, il est catastrophique, quoi. Quand même 34 millions de vues, quoi. Attention, hein. 1800 balles pour 34 millions de vues, c'est fort, quoi. C'est très très fort. Bon, concrètement, ça veut dire que quand vous faites une vidéo longue par rapport à un short, ça rapporte facilement. J'espère que Poisson Fécond va parler de ses autres revenus parce que 250 000 € pour 8 personnes, ça n'a pas l'air suffisant. Ça dépend. Déjà, ils sont peut-être pas tous salariés, il y a peut-être des freelances, peut-être qu'il y en a qui sont à temps partiel, ça dépend, ça peut suffire. Mais oui, je pense qu'il y a les OP par-dessus et au final, ça rentre. 100 fois plus. Vraiment, du coup, on est sur cet ordre-là. Ça rapporte peut-être pas beaucoup de thunes, ça c'est clair, mais néanmoins, ça rapporte des nouveaux abonnés et une partie d'eux, eh bien, regarde les vidéos longues. Alors, une petite partie en vrai. Parce qu'il y a aussi un problème et YouTube, ils n'ont pas encore trouvé la solution, c'est qu'ils n'arrivent pas à convertir les gens qui regardent les shorts sur les vidéos longues. Vous voyez? C'est parce qu'ils le font mal. Ça me rend fou. Je l'ai dit à YouTube, ils ont dit ah c'est intéressant, on va le faire passer et j'espère qu'ils vont changer ça. Attends, j'attends qu'ils disent ça et je vais vous expliquer après ma théorie. Personne qui a regardé cette vidéo, c'est pas la même personne qui va vouloir voir cette vidéo, alors que c'est toujours la même tête dedans, c'est moi quoi. Mais ouais, ça c'est un peu un problème général. En fait YouTube ils ont mis un truc qui s'appelle le related short, c'est-à-dire qu'en gros quand tu uploads un short, tu peux avoir un petit lien en dessous de ton pseudo dans l'onglet short. Quand tu regardes le short et il y a la vidéo longue qui est liée au short. Et eux, ils se sont dit, malin. Comme ça, les gens vont voir qu'il y a ce lien. Ils vont voir qu'il y a une vidéo longue reliée à ce short, extraite. Et ils vont aller voir la vidéo longue. Problème, c'est que déjà, les gens comprennent pas que c'est un lien. Moi, dans les commentaires de mes shorts, j'ai que des gens qui disent, elle est où la vidéo longue? C'est quoi la vidéo longue? Personne ne comprend l'interface. Personne ne voit que sous leurs yeux, là, il y a un lien vers la vidéo longue. Ça, problème 1. Problème 2, c'est une mauvaise façon de penser la session de visionnage. En fait, le problème, c'est que les gens regardent en majorité, tu prends le viewer lambda, regardent du short et regardent du long. Ils regardent les deux, mais pas au même moment. C'est-à-dire que les sessions de visionnage short, elles sont très volatiles. Parfois, tu regardes du short pendant 2 minutes et puis tu quittes faire autre chose. Et puis après, tu refais une session de doom scrolling pendant une demi-heure, 1 heure. Et puis machin, c'est des sessions très volatiles. Et en fait, moi, ce que je voudrais que YouTube fasse, c'est qu'ils enlèvent complètement cette feature. Il n'y ait pas de bouton pour les users pour aller voir la vidéo longue extraite d'un short. Issu du short, pardon, mais que en fait, ils regardent à quel point tu interagis avec un short. C'est-à-dire que par exemple, imagine je regarde un short de Poisson Fécond et je le regarde quasiment jusqu'au bout et je laisse un like. Ça veut dire que ça m'a intéressé. Donc peut-être qu'il faudrait enregistrer cette information et le soir, dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, me recommander sa vidéo longue que je n'ai pas vue, issue du short, sur ma page d'accueil ou sur ma sidebar. Parce que là, c'est une session de visionnage où je suis amené à regarder du contenu long. Alors que quand je suis en train de regarder 2 secondes des shorts, j'ai pas envie de me taper une vidéo une demi-heure maintenant. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, ce serait une façon de fixer ce truc, mais instantanément. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Et YouTube, ils sont en train de bosser dessus. Peut-être qu'un jour, on aura la solution. J'ai quand même sorti un short et à lui seul, il a généré 1/4 de tous les revenus de tous les shorts que j'ai sortis. Et ce short-là, c'était mourir empalé vs décapité. C'est quoi le pire? Elle a fait quand même 10 millions de vues, celle-là, et puis elle a rapporté à peu près 400 balles. Mais néanmoins, vous avez vu quand même, ça rapporte 20 000 nouveaux abonnés. Quand même intéressant. Bah honnêtement, hein, comme je le disais avec Thibaut InShape, c'est sur ça qu'il a tablé à fond, quoi. Et c'est ce qui lui a permis de gagner 1 million d'abonnés par mois. Le problème, c'est que c'est des abonnés qui sont internationaux, donc des gens qui ne parlent pas du tout le français la plupart du temps. Et comme ces vidéos longues sont en français, en fait, il y a une déperdition qui est de approximativement 100%. Maintenant, c'est quoi ma vidéo la plus regardée à 30 secondes cette année-là? Eh bien, c'est la vidéo Vivre dans la ville la plus haute ou alors sous terre. C'est quoi le pire? À partir de 30 secondes, on avait encore 80% des gens qui regardaient la vidéo. Et là, vous dites, ok, mais en quoi c'est important, en quoi c'est intéressant de savoir pourquoi 30 secondes? Pourquoi pas 1 minute? Pourquoi pas 5 minutes? En fait, 30 secondes, c'est important parce que YouTube comptabilise une vue à partir de 30 secondes. Concrètement, ça veut dire que si vous regardez la vidéo 10 secondes,
plus ou moins. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais à la base, oui. Puis vous partez, ou alors que vous regardez 29 Parce que sinon, ce serait trop facile de cheater, en fait. C'est un ratio, mais oui. Et vous partez, eh bien, votre vue ne sera pas comptabilisée. Par contre, à partir de 30 secondes, ça fait une vue, donc là, c'est bien. Par exemple, des gars comme MrBeast, vous voyez, où font des intros hyper vénères, bah, généralement, sa vidéo démarre réellement qu'à partir de 30 secondes. Et pendant les 30 premières secondes, c'est là où il y a tout le teasing, quoi, c'est-à-dire l'accroche, ça pète de tous les côtés. C'est un peu le cas aussi avec moi, hein. C'est juste qu'il y a moins d'explosions. Alors, petite anecdote, là, cette fois-ci, vous voyez cette vidéo faire partie de la génération Y et Z, c'est quoi le pire? C'est la première fois que ça nous est arrivé, mais tout le rush était corrompu. Moi, j'ai tourné normalement. Ça m'est arrivé déjà. Il se passait rien du tout de spécial. Voilà, je termine mon tournage. Bah là, le monteur vidéo, il n'arrive pas à extraire le fichier. Le fichier est corrompu, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dedans. Sauf que pour nous, c'était un peu la merde. Moi, du coup, j'étais déjà parti. Sauf que cette vidéo, bah, il y avait un placement de produit dessus, et le client, bah, il voulait que ça sorte en temps et en heure. Donc, à partir de là, ça devenait quand même bien chaud, quoi. On a bataillé pendant 2 jours, on a utilisé plein de logiciels super bizarre et qu'on n'avait jamais vu avant. Mais au final, bah, là, si vous voyez la vidéo, vous verrez pas la différence parce qu'on a réussi à récupérer 80%. Il y en a 20%, on sait pas où c'est parti. On a réussi à monter cette vidéo, j'ai retourné quelques petites parties, elle est publiée, elle a fonctionné. Petit truc intéressant, c'est que sur ma chaîne Compte Fait Con, comme vous le savez, les premières vidéos qui ont commencé à marcher dessus, c'est les 3 pires. Par exemple, parmi les dernières qu'on a sorties, c'est les 3 pires rencontres avec des tueurs en série, les 3 pires expériences dans un Airbnb, les 3 pires rencontres sur une île, bref, des vidéos du style. Et ces vidéos-là, bah, elles fonctionnent bien. Et concrètement, si vous connaissez Squeezie, vous aurez remarqué que globalement, c'est un peu la même chose. C'est du vol et du plagiat. Enfin, dans le sens où en fait, on a un peu la même démarche. Squeezie lui-même va récupérer. Et oui, POV, tous les ans, des nouvelles personnes ont 20 ans et découvrent que personne n'est original et que tout le monde s'inspire un peu de tout le monde, c'est normal. Les histoires sur ces formats que vous voyez là, par exemple celui-là, il va les récupérer sur Reddit, il s'en cache pas, hein, et moi-même je ne m'en cache pas hein, quand je le dis. Sauf que du coup le problème c'est qu'au bout d'un moment, parfois ça arrive qu'on tombe un peu sur les mêmes histoires. Sauf que nous, bah, on s'en rend pas compte, on n'est pas à surveiller toutes les vidéos qui sortent. Mais à un moment, ça a été un peu embêtant parce que certains d'entre vous ont remarqué qu'on avait sorti des vidéos qui avaient déjà été traitées par lui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes. C'est un putain de cauchemar. Moi, ça m'arrivait souvent. Et en fait, c'est très très simple. C'est-à-dire qu'en gros, partez du principe que à chaque fois que vous faites une vidéo et que quelqu'un de plus gros que vous l'a fait déjà, c'est vous qui êtes la plus petite chaîne, donc c'est vous le plagieur, toujours. C'est une dinguerie à quel point les gens sont manichéens avec ça. Si tu traites un sujet que quelqu'un a déjà traité, c'est du plagiat. Ça veut même pas dire ça, le plagiat, mais c'est pas grave. Ça me rend fou. On n'a jamais plagié des sujets de vidéos sur quelqu'un, ni des scripts, ni des machins, des trucs. Et Dieu sait que sur il y a une bonne dizaine de vidéos, les gens nous ont dit mais c'est du plagiat de ça, tu dis exactement la même chose. Et t'es là genre oui, car je ne vais pas inventer des faits. Allô ? C'était l'histoire de Lego avec Neoxy par exemple, tu vois. C'est un cauchemar en fait vraiment, et en fait à chaque fois la section commentaires elle est remplie que de ça. C'est insupportable. En fait je fais que l'ignorer parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus, tu vois. Ces vidéos depuis le début de sa chaîne où il faisait des threads d'horreur et on a noté les histoires qu'il avait récupérées pour faire en sorte que du coup on ne le fasse pas à notre tour. Donc vous le voyez, bah voilà, ça c'est le tableau qu'on a fait. Donc maintenant on sait toutes les vidéos qu'il fait et on évite de faire les mêmes. Alors là vous le voyez en rouge, bah justement c'est le moment où on avait traité par erreur la même histoire que lui. Ah! Petite anecdote, il se trouve qu'on a sorti une vidéo, ça s'appelait La Troisième Guerre mondiale, comment survivre. Bon. Et il se trouve qu'à un moment dans cette vidéo, on parle de plein de choses logiquement. Alors c'est une projection sur le futur parce qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale bien sûr, enfin il me semble. Pour l'instant. Voilà, on sort cette vidéo, ça se passe bien, elle a fait ses petites vues, 1 million en l'occurrence aujourd'hui. Tranquillou bilou quoi, comme on dit. C'est ce qu'on dit dans le milieu quoi, du coup quand on parle en professionnel, tranquillou bilou. Non. Et il se trouve que nous on avait un client où on faisait des placements de produits avec lui de temps en temps. Du jour au lendemain, suite à cette vidéo, il a arrêté tous les contrats nous concernant. Alors je ne peux pas nommer le client. Au début on n'a pas compris parce que en fait il apparaît même pas dans la vidéo. En fait il n'y a pas de placement de produit avec lui, il n'y a rien qui est dit sur lui. En commençant à enquêter, on se dit ah il y a peut-être moyen que c'est parce que dans la première ligne de la vidéo c'est la Chine a profité des tensions avec la guerre en Ukraine pour envahir Taïwan. Bon, il se trouve que notre client, eh bien, il est chinois et que du coup, ils ont une politique un peu restrictive sur tout ça. Oh non! Juste pour ça! Oh putain, c'est pas... Oh la vache! Ok. C'est très drôle. C'est horrible parce que tu perds un client, mais c'est très très drôle. Parler de Taïwan, manifestement, c'était pas bon. C'est très drôle.
Alors j'en avais parlé plus tôt en fait, mais je trouve que les clients, c'est pas toujours ceux qui sont les plus à même de proposer des bonnes idées de sujets. On allait potentiellement travailler avec quelqu'un, donc on était en contact avec lui depuis. Ça se fait plus trop aujourd'hui, mais le nombre de mails qu'on recevait de marques à l'époque, et c'était en mode genre je sais pas, une marque d'oreiller, tu vois, par exemple, pour dire n'importe quoi, tu vois. Ils te contactent et ils font salut, c'est comme s'ils faisaient genre tu veux pas faire une vidéo sur l'histoire des oreillers? Voilà le budget et tout, et toi t'es là genre bah non parce que c'est une idée de merde, et ils sont là genre ah d'accord, bah nous on travaille que si tu fais une vidéo sur l'histoire des oreillers. Voilà, le nombre de marques qui ne comprenaient pas l'influence et qui faisaient ça, c'était un délire. C'est un peu fini ça, heureusement. Des calls, etc. Et puis à un moment, il faut qu'on s'entende sur un sujet sur lequel on va pouvoir parler de lui, de son produit et compagnie. Il se trouve qu'on a un petit peu de mal à trouver un sujet dans lequel il peut apparaître. On voyait de base, ça finit toujours par fonctionner. Par exemple, Holzkern, donc qui font des montres en bois et plutôt naturelles. Pas de placement avec eux aujourd'hui, mais Holzkern, du coup, ils aiment bien quand on parle de sujets qui peuvent être liés un peu à la nature. Par exemple, les 3 pires histoires en forêt, ça parle de nature. On pourrait par exemple placer Holzkern. Vous voyez l'idée. Du coup, notre client, sans trop en dire, son contenu était lié en fait au business et à l'enseignement, donc c'était un peu un mélange des deux. Et puis voilà, on échange avec eux, il n'y a aucun sujet qui les intéresse, et puis à un moment, voilà, ils prennent un peu les devants et ils nous proposent un sujet. Et donc voici leur réponse. Je comprends que le sujet est touchy, et j'en ai parlé à mon agence de RP, donc Relations Presse, qui a proposé un sujet sympa. Ça fait quoi d'être une fille ou une femme qui fait des maths? Voilà. Voilà pourquoi il faut brûler toutes les écoles de marketing de France. Ça a bac+5 hein, en marketing, hein, FYI. Hein. Non mais vraiment, c'est le niveau en agence, il est très très mauvais en France. Hein. C'est ahurissant. Ils sont tous comme ça, hein, vraiment, d'expérience. Hein. Alors une femme entrepreneuse ou une femme dans la tech. Donc non mais c'est pas que c'est inintéressant ces expériences-là, mais en fait ça fait pas une bonne vidéo YouTube. Faut un vrai sujet. Concrètement, est-ce que vous auriez aimé être une femme qui fait des maths, ça fait quoi? Ou alors, être une femme dans la tech, ça fait quoi? Ouais. Bon bah écoutez, du coup, on n'a pas bossé avec eux. Alors ma vidéo qui a généré le plus de commentaires cette année-là, eh bien c'est l'histoire de l'un des pires dictateurs du 21e siècle. En l'occurrence, c'était Saddam Hussein. Et on a eu quand même 2166 commentaires. Alors j'avoue que c'était quand même pas mal, sachant que du coup Pourquoi les gens en marketing, dans mon chat, quelqu'un qui dit pourquoi les gens en marketing ils aiment bien être misogynes, genre dès qu'ils ont eu des idées, c'est ça. Bah, c'est pas. En vrai, ce qui est terrible, j'ai pas de réponse pour toi, mais ce qui est terrible, c'est que c'est aussi des idées qui sont eues par des femmes en fait aussi, tu vois. Deuxième, c'était changer de sexe, encore lui, du coup, elle nous poursuivra tout le temps. Et même elle, du coup, on était à beaucoup moins, parce qu'on était à 1600. Après, on était à 1400, 1200, nanana. L'un des commentaires qu'on peut avoir sur la vidéo du dictateur, c'est celui-là. Merci d'avoir laissé les commentaires qui apportent des précisions et des nuances à la vidéo. Ces commentaires m'ont aidé à comprendre pourquoi une amie avait une vision positive de l'individu. Bref, je ressors avec l'envie de creuser plus par moi-même. Ok. Alors, petite statistique quand même assez confidentielle, mais que je vais vous révéler là comme ça, tranquillou. Combien nous ont généré tous nos placements de produits année après année? Alors les placements de produits, hein, c'est typiquement des NordVPN, des Holzkern, tous les moments où on parle en fait d'un produit dans la vidéo. Alors là, je peux remonter depuis le 2017. J'en avais fait quelques-uns avant, mais c'était un peu disparate. En 2017, du coup, j'avais fait 93 000 € de placement de produits. 2018, 129 000 €. Ensuite, 239 000 €. Puis, petite baisse, 220 000. Puis après, l'année suivante, ça a tout pété, 388 000 €, 2022, 336 000 €, et enfin 2023, 350 000 €. Et là, en 2024, on sait pas encore quoi. En général, on touche... Honnêtement, de vous à moi, vu la taille de sa chaîne, je m'attendais à 7 fois plus. Mais, let's go. Entre 10 000 et 20 000 € quoi. Alors ça a fluctué et ça a évolué année après année, mais vous avez un peu un ordre d'idée. Alors ça peut paraître être des gros montants, sauf qu'il y a aussi un truc important, c'est pas... Mec, t'es une entreprise, t'as genre 10 personnes et tu fais d'autres trucs et tout, c'est des montants normaux bas même, je trouve. Pas lié en fait à la qualité de ce qu'on fait. On pourrait faire un truc nul ou un truc très très bien. Quand une entreprise travaille avec nous, que ce soit moi ou avec tous mes collègues youtubeurs, ils achètent notre influence. C'est pour ça qu'on parle d'influenceurs aussi, même si c'est pas un mot stylé. Et donc concrètement, ils achètent les vues qu'on pourrait faire et le fait de vous toucher vous. C'est ça quoi, c'est un peu comme sur la télévision quoi. Si ça sera vu par 1 million de personnes ou 10 millions de personnes, on achète juste le temps de présence quoi. En fait, ils achètent... Je rappelle que TF1 vend des spots publicitaires de 30 secondes, même pas en prime time, à 40 000 €. Peut-être la portée qu'on peut avoir. En télé, les prix sont délirants. Vraiment, comparé à ce qu'on vend sur Internet, c'est une folie. Pour moi, sur Poisson Fécond, je vais vous dire le top 3 des vidéos qui ont le mieux démarré, celles qui ont fait le plus de vues en 24 heures. Et c'est pas forcément celles qui marchent le plus après. On a déjà être un Yakuza, membre d'un cartel, c'est quoi le pire? Voilà, celle-là, elle a fait 263 000 vues en 24 heures. Alors me dites pas que je plagie Poisson Fécond, je savais même pas qu'il avait fait cette vidéo, mais nous, on l'a dans notre listing de vidéos qu'on aimerait bien faire, les Yakuza.
Boire que je veux rien entendre. Pendant un an, on a déjà vu. Elle avait fait 263 000 vues aussi. Et l'histoire du plus vicieux des nazis, eh bien, elle a fait 323 000 vues. Elle. Alors bon, vous le savez, ou peut-être pas en vrai, mais c'est que en fait, sur Poisson Fécond, bah moi je teste souvent des nouveaux formats, en réalité plusieurs fois par an. En fait, c'est hyper important. Là, peut-être vous avez l'impression que je fais des ça fait quoi depuis des années et que j'ai toujours fait ça. En vrai, non. Avant, je faisais les 360 secondes et avant ça encore, je faisais les trucs à Chris. C'était encore plus vieux. Sauf que bah j'ai eu plein d'autres formats. Et là, juste en 2024, j'ai arrêté 2 formats qui n'avaient pas fonctionné. Il y a Cérix qui dit parce qu'en même temps, TF1, c'est facilement 10-20 millions de gens. Non, pas d'accord. Sur YouTube, c'est par exemple, en cas de Chris, c'est 1 million de gens, d'accord, utilisés par des procédés, obtenus par des procédés mathématiques très clairs, audités, etc. machin. Sur TF1, c'est 10-20 millions de gens, selon Médiamétrie, qui a 6000 boîtiers en France, connectés à des télés, et qui te dit, voilà, crois-moi, il y a 45 trilliards de gens qui ont vu mon émission. C'est ça que je trouve ouf. Enfin, qui n'avait pas en tout cas suffisamment fonctionné pour moi. Déjà, il y avait les comment survivre à un astéroïde, comment survivre quand on est seul au monde, comment survivre à la 3e guerre mondiale. C'était pas dégueulasse non plus, quoi, mais néanmoins, si on comparait avec nos autres formats, comme les ça fait quoi et autres, bah on voyait que ça faisait pas le poids et donc on préférait directement le mettre à la poubelle. Ça, c'est un truc récurrent. C'est un truc d'ailleurs que j'explique hein, quand j'aide les gens. Normalement, c'est comme si moi, j'avais 6000 personnes qui avaient un boîtier chez eux et je leur disais, appuie sur cette télécommande et montre que tu regardes ma chaîne. Oh, regardez, mes vidéos, elles font 30 millions de vues à chaque fois. Pauvre, la méthodologie est accurate. En fait, le plus dingue, c'est les stats radio. Non, mais les statistiques radio, c'est une honte. Je sais même pas comment des professionnels peuvent faire ça et rentrer chez eux le soir et se dire j'ai fait un bon travail. Vous savez comment ils font les audiences à la radio? Les audiences à la radio, c'est des enquêtes téléphoniques. Ils appellent 100 personnes. Je sais. En plus, moi, j'ai déjà été appelé une fois. Et j'ai complètement troll le truc, j'ai dû ajouter 100 000 écoutes à une radio régionale, parce que j'en ai dit une au hasard, j'ai menti dans le truc, tu vois. Mais en gros, ils appellent 100 personnes, et ils font, vous écoutez quoi, et à quelle heure vous commencez l'écoute, à quelle heure vous finissez l'écoute, et après ils disent, il y a eu 2 millions de gens qui ont écouté la radio, n'importe quoi. Vraiment, mais là, c'est une clownerie, mais totale. YouTube, que je les forme, faut pas avoir peur de lancer des nouveaux formats et à les tuer s'ils ne fonctionnent pas. Autre format, du coup, qu'on avait arrêté purement et simplement, c'était combien ça coûte. Une vie entière, combien ça coûte. Aller sur la Lune, combien ça coûte. Bref, en gros, vous n'avez pas kiffé plus que ça. C'est un peu le fonctionnement en fait de la chaîne depuis que j'ai compris que c'est important. C'est que je fais des vidéos jusqu'à ce que je trouve un format qui fonctionne. Dès que j'ai ce format-là, ça devient en fait ma locomotive. Au début, c'était les trucs à Chris, puis ça a été les 360 secondes, puis les ça fait quoi. Et là, du coup, c'est en train de devenir d'autres nouvelles vidéos. Donc c'est normal. Et en parallèle de cette locomotive, bah, je teste des nouveaux formats. C'est comme si je lançais des nouveaux petits trains. Et si le petit train, bah, il avance suffisamment vite, bah, je le rajoute du coup, et donc ça devient un format que je fais très régulièrement. Si c'est pas le cas, bah, je l'arrête. Et puis quelques mois plus tard, je lance un nouveau format jusqu'à espérer qu'il y en a un qui fonctionne autant que la locomotive. Et donc ça fait que bah, ça m'a permis de durer depuis aussi longtemps, depuis plus de 13 ans maintenant. Alors le fait d'avoir une équipe, des rédacteurs, des monteurs, du coup des managers et compagnie, tout ça, ça fait que ça me facilite énormément la vie. Par exemple, juste sur la chaîne Poisson Fécond, on est à peu près une dizaine de personnes qui bossent avec moi. C'est ça aussi l'un des ingrédients de la durabilité. Mais le fait de lancer des nouveaux formats, de ne jamais s'arrêter sur quelque chose, c'est essentiel. Vous voyez plein de formats qui arrivent, sauf que on ne sait pas comment ça se passe dans les coulisses. Nous, il se trouve qu'avec mon équipe, du coup, on fait des réunions sujets tous les 2 mois à peu près, tous les mois, tous les 3 mois, en fait, ça dépend. Quand il y a besoin, en fait, de valider plein de nouvelles vidéos pour qu'ils sachent, en fait, sur les semaines qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et qu'ils puissent se projeter. Et dans les faits, bah, il y en a plein qui passent pas, qui passent à la trappe, et je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, sachez que je ne ferai probablement jamais ces vidéos. Vivre avec seulement 1 € par jour, ça fait quoi? Devenir un mème, ça fait quoi? Être immigré clandestin, c'est peu probable. Tout quitter du jour au lendemain, ça fait quoi? Enfin, vous voyez, il y en a plein là, du coup, je vous les ai pas tous dit. Même parmi les personnages historiques dont on parle, typiquement Oussama Ben Laden, lui, on ne le fera pas parce que tout simplement, il a déjà été fait, notamment par Gaspard G, et ça va très bien fonctionner. Très bonne idée de vidéo. La chose. Vladimir Poutine, pareil, il a déjà été... En vrai, cette vidéo, c'est une masterclass pour apprendre à s'organiser dans le boulot, si vous voulez faire du contenu et tout, elle est bien, cette vidéo. Traité par d'autres de manière très bien. Il n'y a pas raison que nous, on le fasse à notre tour, normalement. Alors bon, on a vu les formats qui ont capoté. Maintenant, le format qui a le mieux fonctionné cette année-là. Et ça, c'est bien puisque c'est pas... Elle est intéressante. Je vais arrêter là parce qu'il faut que je lance l'émission Unmute dans 5 minutes avec Bastien et Diffun, mais on est quasiment sur la fin. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voyez cette partie du live en VOD. Et en tout cas, je pense qu'on a appris pas mal de trucs, mais c'était vachement bien. Et allez voir la vidéo d'origine si vous voulez voir comment vous organisez dans le boulot, quoi regarder et tout machin, si vous voulez faire du contenu. Globalement, il y a toujours 2-3 trucs où je me dis, ah, moi j'aurais plus pensé ça et tout, mais c'était globalement très intéressant.